Quand on parle audio, on parle de référence ou de marque. Shure, Neumann, Avil Electronic, Aton Digital, ce sont des marques que vous connaissez sûrement pas. Et pourtant, ce sont des marques qui sont tellement connues par le monde professionnel qu'elles balaient les marques un peu plus populaires. Bienvenue sur le Technicien de l'Ombre, et aujourd'hui je vais vous parler du micro le plus connu dans le monde pro. Et pourtant, c'est pas un des micros les plus chers, loin de là. Déjà, j'aimerais séparer les micros en deux catégories, les nuls et les bons. Alors, on va faire des catégories un peu moins simplistes, on va dire les pros et les cheap. Les micros sont les micros qu'on achète parce qu'ils sont pas très chers. Vous les connaissez forcément, c'est les premiers prix assez populaires, comme le Yeti par exemple. Si je dis que ces micros sont nuls, c'est en fait pas qu'ils sont nuls parce que je les aime pas, mais surtout parce qu'ils limitent énormément le travail en post-prod derrière. Un micro, c'est aussi et surtout la chaîne d'effets qu'on met derrière. Si depuis l'étape du micro, c'est dégueulasse et on peut pas finir ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Et si on passe plus de temps à corriger les problèmes qu'à essayer de faire quelque chose qui nous plaise, j'imagine qu'il y a un souci à ce niveau-là. Alors effectivement, ça peut aussi bien sonner sans rien. Je pense par exemple à mon XML 8500 qui sonne très très bien, pour peu qu'on touche pas un peu les effets. Mais dès qu'on commence à avoir l'utilisation professionnelle de ces micros, plusieurs effets, peut-être des micros à proximité ou dans une pièce différente, etc. C'est là où on voit toutes les limites malheureusement de ces genres de micros. Vous voyez comme quoi les micros XLR ne sont pas forcément des micros pro. Et justement, on va parler de modèles pro. Ce sont des modèles qui sont souvent fiables et réputés. Et ils ne sont pas dégueux, c'est pas vraiment polyvalent, et on leur demande pas d'être polyvalent au milieu pro. Mais en choisissant un modèle plutôt qu'un autre, c'est plus en fonction de goût ou de capacité du micro que vraiment en fonction des problèmes ou de l'argent. Évidemment, des micros, il en existe de toutes sortes. Des cravates, des canons, des gros, des micros de chanteurs, des micros de snare, des repiques de guitare, qu'importe. Il en existe tellement de choses que Thomann décide de les mettre dans des catégories, mais mal. Et du coup, on sait jamais qu'est-ce qu'il faut choisir, et on se gourre de catégories à chaque fois, parce que il met des micros statiques, et puis de l'autre côté, il met des micros de chanteurs qui sont aussi des statiques finalement. Et si vous voulez un micro de type broadcast, que vous pourrez vous servir pour chanter aussi, parce que le SM7, il a été utilisé par Michael Jackson par exemple. Mais si vous voulez un micro de type broadcast, vous voulez surtout éviter de choper toutes les interférences qu'il y a autour. Vous voulez éviter de choper les voitures à l'extérieur, peut-être aussi de choper les voisins, peut-être de choper aussi tout l'immeuble si vous habitez en immeuble. Ce qui veut dire que vous voulez un micro qui ne capte pas le bruit environnant. On parle le bruit, vraiment du signal, rapport sur bruit. Et surtout, vous voulez pas un micro qui soit discret, qui soit pas invisible à la caméra, vous vous en foutez. Un micro qui soit visible ou pas, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de peu discret, mais de puissant, et quelque chose qui capte très bien la voix, tout en évitant les bruits parasites. En soi, c'est parfait pour le SM7B, mais vous allez voir qu'il en existe d'autres qui sont tout aussi corrects, voire peut-être un peu plus sympa. En fait, on va déjà choisir une capsule dynamique. Et pour ça, je pourrais vous envoyer vers les dynamiques, vers les micros dynamiques. Pour faire simple, le son passe directement dans une membrane qui est un peu dure et qui va se mettre en mouvement. C'est une action mécanique sans électronique derrière pour l'amplifier. Le son va naturellement se compresser quand on s'éloigne, puisque l'aérien va compresser naturellement le son, mais les sons lointains vont perdre énormément d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour engager la capsule, ce qui fait qu'on peut réduire un petit peu les aigus, en avoir un petit peu moins, et surtout capter beaucoup de basses fréquences. Les graves, les médiums bas sont par contre des micros très peu sensibles, parce qu'il faut envoyer un paquet pour l'avoir généralement, très peu sensible mais très résistant. Parfait pour nous. C'est exactement ce que le SM7B est, et d'ailleurs c'est un des plus chers de chez Shure. Pour maximiser la réduction de bruit, on peut aussi choisir une directivité qui sert. Par défaut, un micro était autrefois omnidirectionnel, ça veut dire qu'il capte le son de tous les côtés. Et vous allez voir que c'est pas forcément bien, parce que si nos oreilles sont aussi omnidirectionnelles, notre cerveau arrive à filtrer les fréquences. Le micro, lui, n'y arrive pas. Et croyez-moi qu'utiliser des micros omni, ça fait capter tout ce qui traîne dans la pièce, que ce soit les haut-parleurs, les enceintes, les alimes de PC, les câbles, tout à la même fréquence. Mais il a des avantages aussi quand même, donc je vous laisse regarder la vidéo sur les omnidirectionnels. Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres directivités, mais dans notre cas, on va se concentrer vraiment sur le cardioïde. Mais sinon, sachez que le SM7 est particulièrement bien adapté pour ça. Directivité cardioïde, grosse membrane, qui permet d'avoir plus de graves, moins de bruit, mais avec une meilleure sensibilité. Mais au contraire, il a moins d'aigus aussi, donc c'est un peu kiff-kiff. Mais malheureusement, je veux pas vous parler de ce micro, qui est quand même assez cher, on va pas se mentir. Il s'avère que la société Shure, celle qui fabrique le SM7, est spécialisée dans les micros depuis 1931 avec leur premier micro, c'est la modèle 33N. C'était autrefois un micro à charbon. Avant, tous les micros, c'était les premiers types de micros qui existent, qui étaient encore utilisés dans les combinés de téléphone. Après, on a remplacé ça par des électrets. C'est en 1939 qu'il va lancer la première capsule cardioïde dynamique
de tout le marché que vous connaissez sûrement, l'Uniden 1. C'est avec l'Uniden 55S, plus petit, mieux, que le micro prend une ascension fulgurante, surtout dans le rock'n'roll, et notamment c'est le micro de Elvis Presley et des présentateurs télé. Mais le meilleur est encore à venir, car c'est en 59 qu'est né le successeur, l'Uniden 3. Et avec quelques temps plus tard, et un petit peu d'amélioration de l'Uniden 3, mais pas énormément, qu'est né en 1965, le micro encore utilisé de nos jours, le SM57. Le SM57, c'est considéré par beaucoup comme le micro le plus polyvalent de tous les temps. Il peut servir de repique de snare et de guitare, de prise de voix, de prise de bruitage. Et c'est aussi depuis cette époque-là que tous les présidents américains utilisent ces micros pour leurs discours. C'est encore utilisé de nos jours. Et en plus, vous savez ce que c'est la meilleure nouvelle? C'est que le micro, il coûte 100 balles. Évidemment, c'est quand même un certain budget, hein, mais là, on entre vraiment dans la catégorie non pas des micros cheap, mais des vrais micros professionnels très bons. Et c'est ainsi qu'un an après, on arrive sur la version du 57 pour la voix. Ça s'appelle le 58, le SM58, SM pour Studio Microphone. Moins polyvalent, mais c'est ce micro que je vous dis qui est utilisé dans toutes les scènes du monde. Tous les ingénieurs son, régisseurs de plateau, de studio, de scène ont ce genre de micro dans leur besace. Et je vous dis, lui aussi est dispo pour une centaine d'euros. Bon, par contre, tout comme son petit frère le 58 ou le SM7B, il nécessite beaucoup de puissance pour l'alimenter. D'ailleurs, on dit que c'est souvent un micro où on crie dedans pour le faire. Ça tombe bien, j'en ai un. Faites attention surtout aux contrefaçons. Je vous mets dans la description plusieurs liens aussi qui permettent de choisir les micros en occasion. Achetez dans des endroits privés, sécurisés. Enfin, achetez chez des marchands réputés pour leur sérieux. Si vous voulez, vous pouvez aller en bas dans la description. C'est des liens sponsorisés. Ça m'aide, ça fait une petite participation. Mais n'hésitez pas à aller sur d'autres marchands. Pas de sous-marchands d'Amazon. Surtout pas AliExpress parce que là, c'est que de la merde. En soi, je vais vous montrer comment régler le micro SM58 pour justement voir un peu comment on peut faire. Et pour ça je me suis dit tiens, je vais ressortir ma table de mixage Behringer, donc une table de mixage tout ce qu'il y a plus classique, peut-être premier prix. Donc déjà on prend un câble XLR, donc là j'ai pris vraiment une table de mauvaise qualité que j'avais eu avec un micro que j'avais testé. On va mettre donc le câble ici, donc il faut absolument avoir un câble XLR. Ici c'est l'entrée micro, donc c'est l'entrée pour tout ce qui est micro, et là c'est l'entrée ligne, donc tout ce qui est grosse impédance. On va mettre dans le micro, paf. Bien sûr, on va le sortir de sa petite pochette Shure. C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo là. Et on va le plug, on va le brancher, hop, donc. Alors, on le met à la bouche. Pour le tester, on va mettre la console en solo, c'est ici. Donc, hop, ici je vais baisser la console en solo. Donc là, c'était mon retour. Ici, je monte du coup le volume à 0. Ici, je monte les masters à 0, donc c'est important aussi pour s'entendre. Alors... oui et non, en fait ça dépend des consoles. Là celui-là je vais faire comme ça, mais en fait on peut aussi passer par le PFL. Et le PFL du coup on n'est pas obligé de monter les masters, donc on peut ne pas s'entendre forcément. Moi je vais montrer en PFL. Et ensuite vous allez regarder ici sur la console, c'est votre vue mètre. Et en fait on va monter tranquillement donc le gain jusqu'à temps qu'on l'entende, jusqu'à temps qu'on soit dessus. Voilà, on va le monter. Voilà, donc là c'est bon. Là je suis à peu près à 0, donc vous voyez qu'il y a quand même un peu de pic qui vient, mais généralement on est très bon. On va pouvoir remonter le master, on va pouvoir retirer le mode PFL et revenir en solo. Et maintenant que le micro, vous voyez, est déjà de très bonne qualité, hein, mais je vais encore aller plus loin et améliorer un peu le son avec la tranche de console. Ça me donne l'occasion de vous expliquer un peu la tranche de console aussi, qui est un outil de travail très très bien. Le Behringer, c'est pas un de mes préférés, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe, qui a le don d'être là. Je l'ai à la main, il m'a coûté 0. C'est un ami qui me l'a passé en disant bon, elle est pétée, vas-y fais ce que t'en veux. Après il y a beaucoup de souffle, notamment on peut retirer ça, mais je trouve que la prise casque est meilleure par exemple que sur des Focusrite ou autres. Donc là je parle à la voix, vous voyez, donc le son est bien à 0. On dépasse pas. Si on dépasse trop, après c'est un peu problématique, et surtout ça va clipper. Il faut vraiment faire attention à pas clipper. Donc dès que la LED est rouge, ça veut dire que vous avez de l'information qui est perdue. Ensuite, une fois qu'on a ça, moi je vous conseille d'activer un filtre passe-bas. Donc ici on en a un de 75 Hz à 18 dB par octave. Donc c'est un filtre coupe-bas assez classique en soi. Ça permet surtout de couper tout ce qui dépasse. Dans la voix, c'est pas des choses qui sont forcément intéressantes. Maintenant, comme vous voyez, ce micro il manque un peu d'aigu, donc on peut en rajouter un tout petit peu. On teste, on ajoute un tout petit peu jusqu'à ce que c'est trop. Là c'est carrément
trop, et on réduit un petit peu pour essayer d'avoir une sorte de balance qui soit assez bonne. Moi, je vais pas toucher plus que ça finalement, parce que je sais que le low, par exemple, on peut ne pas forcément le toucher. Je trouve que ça sert à rien. Et on peut rajouter un peu de compression. Alors, comme vous entendez, si je rajoute beaucoup de compression, là, je l'ai mis à fond. On entend quand même qu'il y a un petit peu de grain, je ne sais pas si on va l'entendre avec YouTube, on entend quand même un bruit de fond. Alors c'est normal, c'est plus vous mettez de son, plus vous avez de bruit de fond. Il manque un DSR quand même, hein, parce que là j'entends un peu trop de S, donc sur YouTube, vous inquiétez pas, je pense que je vais mettre un DSR. La compression va permettre en fait de lisser un peu le signal et de tasser un peu les dynamiques pour que tout ce qui est fort devienne un peu plus faible et du coup remonter un peu tout ce qui est faible. Voilà, donc là c'est un compresseur un peu on va dire automatique. Là, on a réglé notre son. Une fois que le gain a été fait, vous touchez plus du tout au gain. C'est avec les volumes que vous allez pouvoir descendre ou monter. En fait, c'est exactement ce qu'il faut. C'est vraiment que votre volume à 0 soit normal, on va dire. Et que tout soit à 0 de base. Et ensuite, vous faites votre balance. Et là, on va pouvoir switch. Alors, est-ce que le SM58 est un bon choix? Alors, si vous voulez quelque chose de polyvalent, j'adore le son du 57. Bien utilisé, bien amplifié, il a vraiment un petit grain caractéristique très très sympa. Mais pour de la voix, le 58 fait vachement bien le taf. Attention toutefois, il a quand même un caractère assez peu moderne. On pourrait trouver des équivalents aujourd'hui. Par exemple, le AKG D5, que j'ai personnellement pas écouté mais qu'on m'a conseillé. Et mon petit chouchou, le E835 de Sennheiser, que je kiffe énormément. Après, si vous prenez un SM58, sachez que c'est utilisé dans toutes les scènes du monde, donc vous n'avez aucun souci. N'oubliez pas aussi de bien tester votre micro. Toutes les voix sont différentes, toutes les méthodes d'amplification sont différentes. N'hésitez pas à vous rapprocher d'ingénieurs du son que vous connaissez peut-être autour de chez vous, dans des associations par exemple. Peut-être que eux, ils vont vous trouver des réglages qui vont pouvoir améliorer votre son aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à trouver des alternatives au SM7B qu'on voit partout. Ce n'est pas le micro principal, ce n'est pas le plus meilleur micro du monde. C'est un micro parmi tant d'autres. Et n'oubliez pas que chaque micro est adapté à une situation. C'est votre technicien de l'ombre. Restez connectés.